Ce que l'Afrique du Sud fait, nous tous, nous sommes d'accord que c'est horrible. Et nous n'allons pas demander aux autres pays de plonger dans l'horreur. Mais les autres pays, ils ont des populations éduquées. Je te dis que c'est l'analphabétisme et l'inéducation qui est le réseau qui conduisent là où les Sud-Africains sont. Je te dis, ils ne vont pas à l'école. Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. J'ai dit que ce qui se passe en Afrique du Sud prouve que le noir n'est pas encore décolonisé dans sa tête. Ça prouve que l'apartheid n'est pas encore fini dans la tête des noirs sud-africains. Tu t'imagines en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a des villes. Je crois qu'il y a une ville qu'on appelle Orania ou je ne sais quoi, machin. Une ville exclusivement blanche. Si tu n'es pas blanc, tu ne vas pas là-bas. En Afrique du Sud, les Noirs n'ont pas le droit de mettre le pied dans l'Afrique du Sud qu'on prend pour une grande puissance, l'Afrique du Sud qui est indépendante, l'Afrique du Sud dont la voix porte. Mais il y a une structure comme ça dans ce pays. Pourquoi? En réalité, tu te rends compte que ces gens-là, ils respectent les Blancs, ils continuent de respecter, et le témoignage de Thomas Sankara lui dit, ils continuent à respecter les Blancs plus que les Noirs, plus que eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, bon, c'est ça que vous appelez le syndrome de Stockholm, non? C'est-à-dire que adorer son tortionnaire. Oui. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, Gilles, ça se passe dans nos pays. Pourquoi les combattants de la liberté au Sahel ont des problèmes? Mais parce que dans la tête des gens, c'est encore le blanc qu'ils veulent. Et il y a parmi ces gens qui veulent le blanc, là, des gens qui se disent des intellectuels, des anciens ministres, des anciens journalistes, ils sont allés à l'école. Mais dans sa tête, ils n'imaginent pas quelqu'un d'autre dirigeant leur pays que des blancs. Pourquoi toi-même tu es allé à l'école si c'est pour que les blancs viennent diriger ton pays? Donc il faut faire très attention. Ce qui se passe en Afrique du Sud peut se passer partout. Le blanc n'est pas encore décolonisé dans sa tête. L'apartheid n'est pas encore fini dans la tête des Noirs sud-africains. Et aujourd'hui, on tombe tous dans le larbinisme. On adore son tortionnaire. Comme dans le Sahel, on trouve encore des gens qui sont prêts à aller mourir pour permettre aux Européens de venir dominer leur pays. Pour le cas sud-africain et même quelque part aussi le cas gabonais, on a vu ce qui s'est passé. Mais il y a un fait qui est passé. Avant, à la veille même des manifestations géantes anti-immigrants, vous avez vu que le président Cyril Ramaphosa a reçu les leaders de ces groupes-là. À la veille de ces manifestations honteuses, le chef de l'État sud-africain les a reçus, ils ont posé, et les images ont circulé, les vidéos ont circulé. Donc ça veut dire que quelque part, il cautionne la chose. Non, tu prends trop de gants, c'est pas quelque part. Il les a appelés pour leur dire du courage, mes enfants, tenez bon, chassez-les tous. C'est tout. Pourquoi on fait semblant? Donc voilà, vous comprenez très bien. En sortant de M. le Président, les manifestations auraient dû être annulées. Mais ce n'est pas annulé. Ça veut dire que le président sud-africain lui-même, il instrumentalise, n'est-ce pas, cette xénophobie pour masquer son échec, l'échec total et cuisant de sa politique. Donc je pense que c'est vraiment c'est une perception, n'est-ce pas. Donc la xénophobie et le lynchage des Noirs dans ce pays, ça ne s'explique pas plusieurs causes. Donc l'instrumentalisation de l'échec patent du programme du gouvernement, et puis il y a aussi la perception des Noirs. Et le syndrome dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est vraiment un syndrome qui sévit encore en Afrique du Sud où les Blancs sont toujours perçus comme vraiment une race supérieure. Donc l'apartheid n'est toujours pas fini dans la tête des Sud-Africains et c'est vraiment regrettable. Mais ce que l'Afrique du Sud fait, nous tous, nous sommes d'accord que c'est horrible. Et nous n'allons pas demander aux autres pays de plonger dans l'horreur. Mais les autres pays, ils ont des populations éduquées. Je te dis que c'est l'analphabétisme et l'inéducation qui est le réseau qui conduisent là où les Sud-Africains sont. Je te dis, ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Donc, quand on parle même des autres pays, on dit le Nigeria. Il rencontre le Nigeria, il les maltraite. Si celui qui maltraite le Nigeria, tu mets une carte, tu lui dis, montre-moi où est le Nigeria, il ne sait pas. Il se dit que peut-être c'est quelque part derrière le Japon. Donc, il faut éduquer les gens. Dans nos pays, nous, ici en Afrique de l'Ouest, nous sommes des populations très éduquées. Éduquées pas seulement dans le sens de l'école, mais éduquées dans nos milieux, disons, d'origine. Chaque peuple en Afrique de l'Ouest ici éduque ses enfants. Mais là-bas, l'éducation est nulle. Attends, il y a un viol toutes les secondes en Afrique du Sud. Il dit les étrangers. Est-ce que c'est les étrangers qui font ça? Quand les accusations de viol sont arrivées jusqu'au palais de la présidence, je n'ose pas dire le nom de qui que ce soit. Est-ce que c'est les Sud-Africains qui sont devenus présidents les Nigérians ou Ghanéens qui sont devenus présidents de l'Afrique du Sud et qui ont violé des femmes? Donc, dans un pays où on viole une femme toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, on ne peut pas parler d'étrangers, alors que les étrangers, ils sont combien proportionnellement? Ils ne peuvent pas faire ce travail-là. Il faut être vraiment tous les 40 ou 50 millions de Sud-Africains pour faire ce travail de viol en masse et quotidien. C'est vrai, au Ghana, au Nigeria, les gens étaient en colère. Ils ont chassé MTN, la compagnie de téléphonie. On n'a même pas besoin de les chasser. Moi, si j'étais le Ghanéen, le directeur de MTN, là, on le prend. On le met là.
Tous les autres travailleurs MTN sud-africains au Ghana, on les chasse. Les Ghanéens qui viennent d'arriver là, je les prends, je les mets dans le bureau. Allez, tu veux ça ou bien tu fermes ta boutique, tu rentres chez toi. C'est tout. Il n'y a pas de réciprocité. Mais c'est juste une justice élémentaire. Les institutions sur le continent africain ne sont pas habituées à prendre à bras le corps les problèmes sérieux. Elles sont toujours dans la distraction et s'occupent d'autres affaires plus politiques. Vous prenez une organisation comme la CEDEAO, par exemple, au lieu de s'occuper de l'intégration et de la libre circulation des biens et des personnes, et aussi de l'économie de la région. Vous voyez quel a été le rôle de cette CEDEAO pendant longtemps. Donc l'Afrique est toujours inapte et vit dans une ineptie complètement lorsqu'il s'agit de prendre des problèmes, de structurer vraiment le fonctionnement du continent. Nos institutions manquent de leadership. Je crois qu'ici, ce n'est pas la réciprocité qui est attendue. Ce qui est attendu, c'est vraiment que des voix se lèvent pour dénoncer d'abord. Parce que quand vous ne dénoncez pas, c'est comme si vous êtes complice de la chose. Donc il faut d'abord des leaders qui donnent de la voix. Mais avez-vous déjà vu là où les Africains donnent de la voix? Aujourd'hui, il y a un phénomène. Il y a beaucoup d'immigrants africains qui vont dans les pays du Golfe, dans les pays arabiques là, qui sont transformés carrément en esclaves là-bas. Mais est-ce que vous avez vu une institution africaine se lever, un pays donner de la voix pour corriger ces genres de choses? Pourtant, des pays du Golfe, ces pays-là ont souvent des ambassades chez nous. Ils ont des opérateurs économiques. Personne ne les interpelle, personne n'attire l'attention sur ces genres de phénomènes. Vous avez dit l'Union africaine et machin. Tu sais, hier, je suivais à la télévision, sur les réseaux, le président sud-africain actuel, il est à Brazzaville, hein, il y a un sommet de machin à Brazzaville, et j'écoute le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lui tresser des lauriers, l'amitié, c'est-à-dire que les discours diplomatiques creux, pompeux et creux d'habitude. Mais comment tu as devant toi le type qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire en Afrique du Sud? Vous ne voyez pas que c'est l'occasion au moins de lui dire un mot? Ce n'est pas lui manquer de respect que de lui dire que ce qui se passe n'est pas normal. Mais quand j'ai réfléchi... Peut-être que c'est dit dans les coulisses. Non, ouais, attends. Quand j'ai réfléchi, le pauvre Tshisekedi, 2 300 000 km², plus de 100 millions d'habitants, il n'a pas d'armée. C'est les Sud-Africains qui sont en train de l'aider à l'est du pays. Tu vois jusqu'où les Africains sont bêtes, ils sont tarés. Comment un pays comme ça ne peut pas avoir une armée pour se défendre et il a besoin de Sud-Africains? Bon. C'est pourquoi nous soutenons Mordicus, tous les pays qui ont compris que tout développement, toute initiative, tout vient de la sécurité, donc de l'armée. Et pour finir, vous dites les gens, mais le Burkina est toujours en avance sur nous tous. Il vient de décider que si tu veux aller étudier à l'étranger, même avec ton argent, tu dois te faire enregistrer. Pourquoi? Mais ça ne sert à rien, vous quittez, vous avez l'argent, vous envoyez vos enfants, et le jour il a le moindre problème. Ah, l'ambassade ne nous aide pas. Mais les Français qui viennent ici, là, avant même qu'ils ne viennent, leur ambassade savent qu'il est là. Parce qu'on a l'argent, on va, on ne rencontre personne. Ah, c'est mon argent, ah, c'est mon enfant. Et quand ça pète maintenant, on accuse le gouvernement, on accuse l'ambassade. Désormais, il faut être enregistré avant de partir. Si dans tous les pays, on mettait cette discipline, dès que ce jeune-là, qui est enregistré en bonne et due forme dans son pays pour aller étudier à l'étranger, dès qu'on touche même un seul de ses cheveux, le pays-là doit se mettre debout. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.